Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir choisi TF1 pour cet entretien très attendu. Un peu plus de 4 mois après votre élection, force est de constater que vous souffrez d'une forme de désamour dans l'opinion. Les journaux ne sont pas tendres, y compris à gauche. Certains ont même parlé de 100 jours pour rien. On peut dire en tout cas qu'une grande attente, une grande impatience se manifeste dans le pays, dans ce contexte de crise. Pour rétablir la confiance, est-ce qu'il ne faut pas accélérer les réformes ? De l'impatience, elle est là parce qu'il y a une alternance. Elle vient après 10 ans d'attente. Des inquiétudes, il y en a. Le chômage qui est à 3 millions de personnes qui demandent un emploi et qui n'en ont pas. Voilà ce que j'ai trouvé. Et puis une croissance qui s'est effondrée depuis déjà plusieurs mois, puisqu'elle sera à peine supérieure à 0 dans l'année 2012. Le gouvernement n'a pas perdu son temps. Il a agi et rapidement, notamment pour le pouvoir d'achat, sur l'allocation de rentrée scolaire, sur le SMIC, sur l'encadrement des loyers, sur aussi la rentrée scolaire. Mais il a fait en sorte que l'essence puisse être maîtrisée quant à son prix, même si c'est encore insuffisant. Mais en même temps, je vois aussi les interrogations. Ces interrogations, elles portent à la fois sur l'avenir. Que devient notre pays? Que peut-il faire? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses forces? Quelles sont les réformes nécessaires? Et donc, interrogation également sur la politique que doit conduire le président de la République et le gouvernement. Et je suis là pour vous répondre. Alors, avant de fixer ce cap, c'est très important. Parlons d'emploi. C'est évidemment le problème numéro 1 des Français. Vous le disiez, 3 millions de chômeurs. Chacun, au fond, est concerné, indirectement ou directement. Vous avez lancé l'idée d'emploi d'avenir, de contrat de génération, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, je dois fixer le cap et le rythme. Le cap, c'est le redressement de la France. Il y a un chômage élevé, une compétitivité dégradée, des déficits considérables, un endettement historique. J'ai pour mission de redresser notre pays. Et je vais fixer un agenda du redressement. 2 ans. 2 ans pour à la fois mettre en œuvre une politique pour l'emploi, pour la compétitivité et pour le redressement des comptes publics. Alors, commençons par l'emploi. Vous me dites, il faut accélérer, j'accélère. Il y a d'ores et déjà une bataille qui est engagée. Les emplois d'avenir, les jeunes qui sont sans qualification, 100 000 dès la fin de l'année, pour faire en sorte que dans le secteur public, dans le secteur associatif, il puisse y avoir des réponses. J'ai demandé, et le gouvernement a traduit cet engagement, que les partenaires sociaux puissent négocier très vite sur le contrat de génération. C'est-à-dire la possibilité dans l'entreprise, petite ou grande, que... Pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Qu'un senior puisse rester dans l'emploi et donner toute son expérience, son savoir-faire à un jeune. C'était la grande idée de la campagne présidentielle. Elle est mise en œuvre. Mais je pense qu'il faut faire encore davantage. Il y a tout ce qu'on doit mener sur le plan économique pour la croissance, parce que les emplois ne sont pas simplement des emplois aidés ou des emplois soutenus. Ça doit être des emplois créés par l'activité économique. D'où l'importance du financement de l'économie. La réforme bancaire qui va arriver et la création de la Banque publique d'investissement. Mais je veux encore faire davantage et que tout soit engagé d'ici la fin de l'année. Parce que j'entends bien les impatiences. Je ne vais pas faire en 4 mois ce que mes prédécesseurs n'ont pas fait en 5 ans ou en 10 ans. Simplement, mais moi, je considère que je suis en regarder le passé. Le passé, il compte, il pèse. Je dois engager l'avenir. Donc, je fais, à travers 2 propositions qui vont être faites aux partenaires sociaux, des avancées considérables pour que notre pays puisse se redresser. Le ministre du Travail, sous l'autorité du Premier ministre, a transmis aux partenaires sociaux des propositions pour la réforme du marché du travail. C'est-à-dire pour qu'à la fois les salariés soient davantage protégés, que la précarité soit réduite, mais que les entreprises puissent s'adapter face à des mouvements de l'activité, de la conjoncture. Ça veut dire concrètement que ce soit plus fluide. Que ce soit plus souple et en même temps plus protecteur pour les salariés. Que les procédures de licenciement soient évitées dès lors qu'on peut anticiper. Et lorsqu'elles sont là, qu'elles puissent être plus sûres et pour les salariés et pour les entreprises. Donc c'est une réforme considérable. Mais concrètement, le dialogue social, ça veut dire que c'est la flexibilité qui va être plus grande. C'est au fond ce que demandait le pouvoir précédent. C'est un accord qui doit être gagnant-gagnant, donnant-donnant. Les salariés doivent être mieux protégés, les entreprises doivent être plus soutenues
dans leur effort d'adaptation par rapport à l'activité. Prenons un exemple, quand il y a une sous-activité, il est très important que l'entreprise puisse recourir à de l'activité partielle et être soutenue par l'État ou par des procédures collectives. De la même façon, faisons en sorte que la formation professionnelle vienne pour compenser des éventuelles pertes d'emploi. Mieux vaut rester dans l'entreprise et se former que d'être contraint au licenciement. Non. Mais donc ça se fait avec le dialogue social. Mais je fixe une limite. À la fin de l'année, les partenaires sociaux peuvent trouver ce compromis historique. Protéger mieux les salariés, permettre aux entreprises d'être, d'une certaine façon, elles aussi protégées. Si ce compromis historique, et ça sera très important pour notre pays, peut venir à la fin de l'année, cette réforme deviendra force de loi. Mais si les partenaires sociaux ne trouvent pas, j'en serais désolé, à ce moment-là, c'est l'État qui prendra ses responsabilités. Alors, par des mesures autoritaires, prenons par exemple les plans sociaux, monsieur, ils se multiplient. Vous aviez parlé de Peugeot le 14 juillet dernier, vous étiez même engagé à refuser au fond ce plan de fermeture de l'usine d'Aulnay. Il ne se passe toujours rien, il n'y a pas de solution alternative. Qu'est-ce que l'on peut dire à ces salariés? Lorsque les plans sociaux sont engagés, ce sont les partenaires sociaux qui doivent les négocier. Demain, nous aurons sans doute des procédures qui seront plus efficaces, qui empêcheront justement qu'il y ait ces plans qui arrivent trop tard. De façon autoritaire donc, par rapport aux entreprises? Non, j'ai dit qu'il y aurait une négociation. Mais s'ils ne se mettent pas d'accord? Si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord... Peugeot, c'est bien le problème, c'est le cas. Là, en l'occurrence, ils doivent trouver des compromis pour qu'il y ait moins d'emplois supprimés et plus de reconversion. Et l'État accompagnera ce mouvement de reconversion. Mais je reviens aux propositions, parce que c'est très important que les Français se disent qu'est-ce qu'on peut faire encore pour l'emploi. Donc il y a les emplois d'avenir, le contrat de génération, cette grande négociation qui va s'ouvrir pour le marché du travail. La compétitivité. La compétitivité. Vous en aviez parlé déjà le 14 juillet. Comment faire? Et donc, là aussi, le gouvernement fera ses propositions au mois d'octobre, après un rapport qui sera présenté par un grand industriel qui s'appelle M. Gallois. Ces propositions seront sur le financement de la protection sociale. Que pèse l'essentiel du financement de la protection sociale? L'idée donc, c'est d'alléger les charges des entreprises pour favoriser l'embauche. Que ce ne soit pas les salaires qui soient, en l'occurrence, les seules bases d'application du prélèvement. Pourquoi ce serait simplement sur les salaires que viendraient se fixer les cotisations sociales ou les prélèvements pour financer finalement notre avenir? Et donc, je ferai des propositions avec le gouvernement pour que, dès la fin de l'année, les mesures soient prises pour la compétitivité. C'est-à-dire pour qu'il y ait un changement du financement de la protection sociale. Vous pensez par exemple à la CSG, vous aviez évoqué l'idée de la CSG, est-ce que c'est toujours à l'étude? Je soumettrai aux partenaires sociaux... Il y aura tout de même un prélèvement, quoi qu'il arrive. Ce qui ne sera pas payé sous forme de cotisation sur le travail devra l'être par d'autres prélèvements, sur les entreprises comme sur les ménages. C'est-à-dire que ça sera une réforme complète. Que, en définitive, les entreprises pourront favoriser l'emploi dès lors que embaucher ne coûtera pas plus cher, voire même coûtera moins cher qu'aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on peut dire qui paiera en bout de piste, en fin de compte? Nous en parlerons pour le budget de la sécurité sociale ou le budget de l'État. S'il n'y a pas eu recours à la CSG, c'est bien parce qu'elle peut faire partie de la discussion. Mais il n'y aura pas que la CSG. Il est très important qu'il y ait tous les prélèvements, y compris des prélèvements écologiques, qui puissent se substituer aux prélèvements sur le travail. Alors, Monsieur le Président, parlons... Donc, tout sera engagé, décidé d'ici la fin de l'année. L'agenda que je propose, c'est tout est engagé, tout est décidé d'ici la fin de l'année pour que ce soit mis en œuvre dans l'année 2013 et que nous puissions avoir des résultats pour ce que j'appelle l'agenda du redressement en 2014. Avec un objectif en termes d'emploi, ou en tout cas de réduction du chômage. Je pense que nous devons inverser la courbe du chômage à échéance de... d'ici un an, de façon à ce que nous ayons véritablement des progrès dans le cadre de cet agenda 2014 que je propose aux Français. Alors, il y a le budget, évidemment, 2013 qui se prépare. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel taux de croissance vous tablez 1,2% dans les premiers calculs. Il semble que ce soit un peu trop fort par rapport à certains économistes. L'OCDE même parle de 0,5%. D'abord, je prends en compte une situation très difficile, que je n'ignorais pas, que je connaissais, mais qui est encore aggravée par le ralentissement de la croissance depuis plusieurs mois. Donc, j'ai demandé au gouvernement d'établir le budget 2013 en fonction d'une prévision réaliste de croissance.
qui sera donc inférieur à 1%, sans doute 0,8. Car je ne veux pas que l'on puisse imaginer que l'État prépare son budget avec des hypothèses qui se révéleraient fausses. J'espère que nous ferons plus que 0,8. Mais en toute hypothèse, nous travaillons sur cette estimation. Ensuite, la Cour des comptes, lorsque nous lui avions demandé un rapport pour savoir ce que révélaient les finances publiques, nous a donné un chiffre que chacun a encore à l'esprit. Trouver 33 milliards pour réduire le déficit. Réduire le déficit. Pourquoi il faut réduire ? On sera à plus si on tape sur une croissance inférieure. Mais nous avons déjà fait quelques ajustements dans le cadre du collectif budgétaire pour l'année 2012. Mais pourquoi réduire le déficit ? Nos compatriotes peuvent se poser la question. Mais il s'agit tout simplement de notre souveraineté. Il s'agit de notre indépendance par rapport au marché. Aujourd'hui, et j'en suis heureux, l'État emprunte sur les marchés à des taux historiquement faibles. Sur 10 ans, à peine 2%. Mais est-on sûr que ça va durer ? La BCE vient de donner un petit ballon d'oxygène. Oui, c'est bien. Et je suis fier que la France soit parmi les pays qui a une capacité d'endettement qui lui permet d'emprunter à des taux très faibles. Mais nous ne pouvons pas jouer simplement sur cette situation. Donc, j'ai, durant la campagne présidentielle, dit que je maîtriserai la dette, que j'avais 2 batailles à engager, une bataille contre le chômage, je viens de dire quelles sont les étapes, une bataille contre la dette. Et donc, 30 milliards devront être trouvés. Comment ? Même en ces temps de crise, pardon de faire cette parenthèse, au fond, on ne renonce pas à la rigueur. C'est-à-dire qu'au fond, l'alternative rigueur ou relance ne se pose pas selon vous. Certains économistes disent que la crise est tellement grave qu'il ne faut pas casser la machine. Mais il faut faire passer au second plan le sérieux budgétaire et la croissance. Exactement ce que j'ai proposé pour l'Europe. Les disciplines, c'est nécessaire, et en même temps le soutien à la croissance. Et c'est ce que je fais pour la France. Soutien à la croissance à travers des mesures pour le pouvoir d'achat. C'est ce que nous avons fait dès le départ. Soutien à la croissance à travers le logement, qui va être une grande priorité et qui va donner de l'activité économique. Soutien à la croissance en développant les PME, la Banque publique d'investissement. Soutien à la croissance en ne prenant pas de mesures fiscales qui pourraient décourager la consommation. Et en même temps, sérieux budgétaire. Et donc, 30 milliards à trouver. Alors comment ? Voilà. 10 milliards par des économies budgétaires. Sur quel poste ? Puisque J'ai pour dit le moment, 3 ministères seront prioritaires. L'éducation, c'est ma promesse de campagne, la jeunesse, tout mettre sur l'avenir de nos enfants. Donc, ce ministère continuera à avoir les ressources nécessaires pour accueillir mieux qu'aujourd'hui les enfants de la République. La sécurité, chacun comprend que c'est une exigence, une obligation, et la justice. Tous les autres ministères seront mis à contribution. Ça veut dire que le nombre de fonctionnaires va être réduit dans ces ministères. Il y aura une stabilité de la dépense publique. Nous ne dépenserons pas 1 euro de plus en 2013 qu'en 2012. Pas 1 euro de plus. Et deuxièmement, il y aura une stabilité des effectifs de la fonction publique. Les emplois qui seront créés dans l'éducation seront forcément compensés ailleurs. C'est-à-dire que là, mais ça ne se fera pas par des remplacements à la retraite automatiques. Donc 10 milliards d'économies, 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les entreprises. Et les grandes entreprises, celles qui avaient bénéficié des avantages fiscaux qui avaient été accordés sous le précédent quinquennat et qui faisaient que les grandes entreprises payaient moins en proportion de taux d'impôt sur les sociétés que les petites ou les moyennes. Un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés pour ces grandes entreprises. D'impôt sur les sociétés, mais un certain nombre de niches fiscales, d'avantages fiscaux qui leur avaient été accordés seront rabotés. C'est pas un peu contradictoire avec une amélioration de la compétitivité des entreprises ? Non, parce que nous voulons privilégier les entreprises qui sont exportatrices, les entreprises qui investissent, et nous ferons une distinction entre les bénéfices qui sont investis et les bénéfices qui sont distribués. De la même manière, nous ferons en sorte que sur ces prélèvements entreprises, les PME soient pour l'essentiel préservés. Tous les dispositifs particulier pour les spécifiques aux PME seront sauvegardés. Parce que je crois à la force de la petite et moyenne entreprise et nous devons tout faire pour les rendre plus exportatrices et plus innovantes qu'elles ne le sont, d'où le rôle d'ailleurs de la Banque publique d'investissement qui est à leur disposition. Et puis, il y a 10 milliards sur les ménages. Alors, vous voyez bien que c'est un effort considérable. 30 milliards, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de la Ve République. Et j'ai cette responsabilité. Et je ne le fais pas simplement
parce qu'il faudrait le faire, je le fais par conviction. Parce que je ne veux pas laisser à mes successeurs, et je ne veux pas laisser non plus à mes enfants, la charge de la dette de la France. Donc, je prends ces mesures. Elles sont difficiles, elles sont douloureuses. Sur les ménages, 10 milliards. Alors parlons peut-être d'abord de la surtaxe de 75% pour, Oui. j'allais dire, évacuer ce problème, mais qui est un vrai problème quand même, puisqu'on en parle déjà beaucoup depuis 2 jours avec le départ supposé de Bernard Arnault en Belgique, ou en tout cas sa demande de double nationalité. D'abord, est-ce que vous avez pris ces déclarations ou cette demande comme une provocation de sa part? Je pense qu'il aurait dû bien mesurer ce que signifiait demander une autre nationalité. Parce que nous sommes fiers d'être français. Nous avons conscience que... C'est ce qu'il a dit ce soir. Oui, nous avons conscience que beaucoup nous regardent avec sentiment que nous sommes un grand pays, avec beaucoup d'atouts, avec une grande histoire. Et donc beaucoup de Français ont pensé qu'il abandonnait cette nationalité. Il vient de faire la correction qui s'imposait. Et puis par ailleurs, je pense qu'il faut appeler au patriotisme dans cette période. Vous voyez, quand on demande un effort, quand on demande un redressement, ce que je fais, quand on dit qu'il va falloir se mettre à la tâche, se mettre dans la bataille contre le chômage, contre la dette, alors chacun doit y prendre sa part. Et d'ailleurs, je note que M. Arnault a dit lui-même qu'il prendrait sa part, qu'il donnerait sa contribution. Mais et que donc, ce n'est pas la mesure, et je vais y venir, des 75% qui est en cause. Et ceux qui ont voulu ouvrir une polémique en sont pour leurs frais. Certains disent que les élites françaises sont découragées. C'est Jean-Pierre Chevènement d'ailleurs qui le dit, je crois. En tout cas, sont je pense que les élites doivent être reconnues. Moi, je pense que les entrepreneurs, ceux qui se dévouent pour l'emploi, ceux qui investissent, ceux qui transforment la réalité de nos territoires, ceux qui conquièrent des marchés, oui, qui gagnent de l'argent, peuvent gagner de l'argent, mais ils méritent que la nation les reconnaisse. Mais être français, c'est à la fois recevoir effectivement des encouragements, parfois de l'argent, et donner à son pays. C'est ça le patriotisme, c'est donner le meilleur de soi-même. Et chacun doit prendre sa part. Et à cet égard, M. Arnault a fini par dire que lui aussi prendrait sa part. Et voudrait même montrer l'exemple, qu'il montre l'exemple à tous. Pourquoi j'ai, dans la campagne présidentielle, évoqué cette contribution exceptionnelle pour les rémunérations de plus d'1 million d'euros? Parce que je considérais que dans ce moment, je savais. C'était symbolique et populaire. C'était symbolique. Symbolique dans parce votre électorat, c'était assez populaire. Enfin, je crois que pour tous les Français, en se disant, on va demander 10 milliards d'euros aux ménages, notamment aux plus favorisés, aux revenus du capital, puisqu'il y aura une grande réforme fiscale qui fera que les revenus du capital seront taxés comme les revenus du travail. Ça va être une grande évolution. On va introduire un taux marginal d'imposition à 45% pour les revenus de plus de 150 000 euros. Beaucoup de cadres supérieurs. C'est un relèvement du barème pour les revenus. 150 000 euros par part. Et donc, j'ai considéré que si on faisait cette réforme fiscale, si on demandait un effort, même s'il est demandé aux revenus du capital et aux plus hauts revenus, il était très important que ceux qui se rémunèrent très largement, plus d'1 million d'euros, soient également conscients qu'il convient de montrer l'exemple pour être patriote. Alors, ça sera une contribution exceptionnelle par son taux. C'est-à-dire, toutes les rémunérations supérieures à 1 million d'euros, à partir d'1 million d'euros, seront taxées à 75%. 2 millions d'euros pour un même foyer? Là, il s'agit pour chaque rémunération supérieure à 1 million d'euros. Alors, bien sûr, en prenant en compte toutes les autres contributions qui ont été versées, impôt sur le revenu, CSG, etc. Mais c'est très important qu'il y ait ce taux. Et en même temps, et de façon exceptionnelle, contribution exceptionnelle dans la durée, parce que c'est le temps du redressement, dans l'agenda du redressement que j'ai fixé, eh bien, cette contribution prend sa part. Et une fois que nous aurons redressé, et je pense que nous y arriverons au bout de 2 ans, à partir de là, il n'y aura pas besoin de garder cette disposition. Mais il est très important qu'elle soit là. Et avec des exceptions pour les artistes, les sportifs? Non, pas d'exception. Toutes les rémunérations supérieures à 1 million d'euros, sauf les rémunérations qui sont liées au capital, ça sera pris en compte par l'impôt sur la fortune, mais toutes les rémunérations qui sont supérieures à 1 million d'euros, combien de personnes concernées à peu près? On dit 2 à 3 000 personnes. Mais il ne s'agit pas de chercher des ressources supplémentaires, il s'agit de donner valeur d'exemple, de montrer que ceux qui ont le plus peuvent dire à un moment, nous faisons un acte civique. Et donc, quand je vois tous ces jeunes qui s'engagent dans le service civique, quand je vois tous ces hommes, toutes ces femmes qui servent sous les drapeaux, quand je vois tous ces entrepreneurs, petits ou grands, qui se battent, tous ces cadres, tous ces ouvriers, à qui l'on va demander forcément un effort,
Eh bien, ceux qui ont le plus, à un moment, pendant un temps limité, doivent montrer qu'ils sont eux aussi, et peut-être plus que d'autres encore, des patriotes. Alors pour l'impôt sur le revenu, donc vous dites que vous demanderez un effort au haut revenu de plus de 150 000 euros. Qu'est-ce qui se passe pour, j'allais dire, l'indexation du barème? Il était gelé jusqu'à présent. Est-ce que vous allez réindexer ce barème? Il restera gelé, ça c'est l'effort pour tous, Ça veut dire mais que c'est un ça veut dire que pour les 2 premières tranches, il y aura un système de décote pour que personne ne rentre dans le barème de l'impôt sur le revenu alors même que son revenu n'a pas progressé. Ce serait injuste et c'est pour ça qu'un système qu'on appelle de décote sera prévu pour les 2 tranches les plus basses du barème. Et avec ça, on trouve 10 milliards, les 10 milliards dont vous Avec parlez. ça, il va falloir trouver, oui, ces 10 milliards, ça veut dire que ce sont les revenus du capital, ce sont les plus hauts revenus, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'alignements de taxes ou de cotisations lorsqu'il y a des systèmes dérogatoires, ce qu'on appelle les niches fiscales. Et bien, tout ça sera revu. 10 milliards demandés pour les ménages les plus favorisés, 10 milliards sur notamment les grandes entreprises, 10 milliards sur les économies à trouver sur le budget de l'État. Chacun prend sa part. Et si nous y parvenons, et nous allons y parvenir, parce que j'ai confiance dans cette capacité de mobilisation de notre pays, alors nous aurons réglé le problème de la dette qui pèse sur notre pays. Nous serons arrivés à ces 3% de déficit par rapport à la richesse nationale et ensuite nous arriverons à l'équilibre en 2017. Vous avez parlé du pouvoir d'achat, ou en tout cas on a parlé de l'essence tout à l'heure. Vous avez effectivement admis qu'elle n'était pas très forte, cette baisse de l'essence. C'est vrai qu'il y a un sentiment chez les Français qu'ils s'appauvrissent. Mais ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. En 2010, les chiffres viennent d'être rendus publics. En 2010, ce n'était pas le président que je suis qui était aux responsabilités. En 2010, il y a eu une perte de pouvoir d'achat, sauf pour une seule catégorie, les plus hauts revenus. Donc il est assez logique, légitime même, que nous puissions faire cette correction. Et moi, je veux proposer aux Français cet agenda du redressement, 2 ans. Et ensuite, cet agenda deviendra un agenda de construction d'une société solidaire. Et mon ambition, c'est que les Français puissent se dire en 2017, nous vivons mieux, nous vivrons mieux qu'en 2012. C'est ça l'engagement que je prends devant eux. Un tout petit point concret, mais très important, sur la refiscalisation des heures supplémentaires. Vous savez que, à cause de ça, certains Français ont vraiment le sentiment de s'appauvrir. Et c'est ce que je le disais, en tout cas pour certaines catégories. C'était un ballon d'oxygène, au fond, cette défiscalisation. D'abord, les heures supplémentaires demeureront. Elles seront toujours payées davantage que les heures normales. Rien n'a été mis en cause de ce point de vue, et les contingents d'heures supplémentaires n'ont pas été modifiés. Les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires demeureront dans les entreprises de moins de 20 salariés. Donc nous avons fait cet effort aussi de préservation d'un certain nombre de situations, justement par rapport à la compétitivité, par rapport à la situation d'entreprise. Mais en même temps, comment admettre que quand il y a 3 millions de chômeurs, quand des jeunes veulent rentrer sur le marché du travail, leur heure de travail coûte plus cher qu'une heure supplémentaire ? C'était pas possible. Ce n'était pas finalement une incitation à l'embauche. Donc il y aura toujours des heures supplémentaires, mais nous ferons en sorte qu'il y ait plus d'embauches, et notamment de ceux qui aujourd'hui attendent un emploi. Vous savez que ça ne conduit pas toujours à des embauches supplémentaires. Non, mais si, dans une période très difficile, les entreprises peuvent recourir, en étant incitées à le faire, aux heures supplémentaires, alors c'est autant d'embauches de moins qui pourraient se produire et qui ne se produiront pas. Donc je sais que c'est un effort, mais là aussi, chacun doit comprendre le sens de ce que nous voulons, la bataille contre le chômage. Alors, Monsieur le Président, on a parlé du budget, du chômage. Il y a, j'allais dire, la façon de gouverner et le fonctionnement de l'exécutif. Si les Français sont inquiets, c'est qu'ils ont eu le sentiment, peut-être, en tout cas depuis 4 mois, qu'il n'y avait pas forcément de pilote dans la vie, ou en tout cas qu'il y avait peut-être un manque d'autorité de la part du Premier ministre. Est-ce que vous estimez qu'il devrait jouer un rôle plus actif à la tête de son gouvernement ? D'abord, moi j'ai ma responsabilité. Je dois fixer le cap, je le fais. Je dois également donner le rythme et les étapes. Je viens de les établir. 2 ans. 2 ans pour redresser notre pays, parce que c'est mon pays qui compte. Je veux, j'en fais l'expérience, qu'il ait toute sa place, et en Europe et dans le monde, et que les Français aient de la fierté et de la confiance. Donc, ça c'est mon rôle, c'est ma responsabilité. En vous impliquant davantage ? En mobilisant et en étant responsable devant les Français. Je resterai ce que je suis. J'ai demandé une présidence qui soit exemplaire, simple, proche,
mais en même temps, je suis pour une présidence d'action et de mouvement. Donc moi, je vais m'engager pleinement dans la bataille que j'ouvre contre le chômage et contre la dette. Le Premier ministre, fort de cet agenda, de cette étape qui doit être franchie, de ce cap que je viens de fixer, que je lui avais donné dès le début de la présidence, il anime, coordonne et met en œuvre. Vous savez, Jean-Marc Ayrault, c'est un homme... de poigne, j'allais dire. C'est un homme sérieux, c'est un homme respectueux, c'est un homme avec lequel j'ai toujours travaillé en bonne intelligence. C'est tellement agréable. Vous savez, moi, je n'ai jamais considéré que le Premier ministre devait être un collaborateur ou un obligé. J'ai besoin d'une équipe. Il l'anime. Mais en même temps, je ne me détourne pas de ma propre responsabilité. Je ne me défausse pas sur le Premier ministre. Je suis en première ligne. Et je m'expliquerai devant les Français régulièrement pour dire où on en est par rapport à l'agenda que j'ai fixé, par rapport aux réformes que j'ai engagées avec le Premier ministre. Mais ce qui revient au Premier ministre, c'est de faire travailler son gouvernement dans le cadre que j'ai fixé. Et dans le calme, j'allais dire, il y a tout de même eu un certain nombre de cafouillages cet été sur le nucléaire, par exemple, ou sur la Banque publique d'investissement et sa banque conseil. Est-ce que vous avez regretté ces dissonances ou ces Vous savez, des points divergences? qu'il y en a toujours dans tous les gouvernements. Je pense qu'il faut les réduire. Et pour les réduire, c'est très simple. Il faut se référer à mes propres engagements. Ce que j'ai dit devant les Français, ça doit être la règle pour l'action gouvernementale. Ça vaut pour la Banque publique d'investissement, elle doit être mise en place très vite. Avec la même banque conseil choisie? La Banque conseil elle est nécessaire parce qu'il faut évaluer les actifs. Ceci ne fait pas problème. Mais il faut aussi que sur le nucléaire, il y ait cette réduction de la part, mais que ça reste une part majoritaire encore pendant des années jusqu'en 2025. À ce moment-là, on sera dans la transition énergétique. Je l'ai appelée moi-même de mes voeux. Elle est nécessaire. Donc, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de débat. C'est par rapport à mes engagements que chacun doit se situer. Maintenant, il y a un gouvernement, sur les 16 ministres pleins, seulement 5 avaient exercé des fonctions gouvernementales, et encore il y a 10 ans. Voilà. Qu'il y ait quelques ajustements, je ne les blâme pas. Mais c'est fini. Le temps, maintenant, doit être à la mobilisation pour chacun et au service des Français. Un autre ministre a fait parler de lui cet été, c'est Manuel Valls, notamment à propos de ses positions sur les Roms, sur la sécurité. Est-ce que ce discours sécuritaire est bien conforme aux idées de gauche? Mais ce serait le contraire, qui serait finalement un manquement. Vous vous rendez compte, quand il y a, comme à Marseille, des vols à main armée qui avaient été multipliés par 5 en 2 ans, par 5, qu'il y a des règlements de compte près de... Donc quand il y a cette situation, c'est bien le devoir, l'obligation du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, mais de tout le gouvernement. La gauche avait été assez sévère avec les précédents ministres de l'Intérieur. Mais parce qu'il ne faisait pas ce qu'il prétendait faire, et le faisait sans la dignité qui sied à l'action qui doit être conduite. Sur les Roms, il y a eu beaucoup de... avec la proclamation. J'en arrive aux Roms. Il y a eu quelques voix discordantes, y compris dans votre camp. Il y a 15 000 Roms en France. Ils ne sont pas venus depuis 4 mois. Ils étaient là. Malgré toutes les proclamations qui avaient été faites, les évacuations qui avaient été organisées souvent dans l'improvisation. 15 000, avec des situations humaines très difficiles, à la fois pour les Roms, mais aussi pour les voisins. Donc le ministre de l'Intérieur a fait son devoir. Et quel est ce devoir? C'est à la fois d'appliquer les décisions de justice et en même temps de reloger autant qu'il est possible ou de reconduire dans leur pays d'origine. Dès mercredi, et le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires européennes vont aller en Roumanie pour que ce problème soit traité dès la source. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces populations soient chassées de leur pays, déplacées et venant ici pour se réfugier dans des conditions où ils ne peuvent même pas avoir une activité économique. Donc, dignité, mais en même temps, respect de la loi. Et ça sera toujours la position que je ferai prévaloir dans l'État et au sommet de l'État. Monsieur le Président, on a parlé du style de votre présidence que vous aviez voulu imprimer. On avait dit présidence normale, vous avez dit présidence respectueuse ou en tout cas digne. Quel sentiment vous retirez, j'allais dire, 4 mois après votre élection? C'est une tâche plus rude que vous ne le pensiez. C'est personnellement, est-ce que vous avez, j'allais dire, rencontré des obstacles plus importants que vous ne le craigniez? Vous savez, je me suis préparé à cette fonction pendant des mois. J'avais été candidat aux primaires, puis ensuite devant les Français. Ça a été une compétition, confrontation. Je m'étais préparé. Je m'étais préparé à exercer
cette responsabilité. Et aux critiques, au désamour, aux sondages. Oui, aux fluctuations. Mais c'est la vie politique. Je ne vais pas larmoyer sur le sort de celui qui doit être le premier, celui qui montre la voie, celui qui fixe le cap. Et donc, j'assume toute cette responsabilité. Est-ce que c'est plus dur que je ne l'avais imaginé? Est-ce que c'est une situation que je n'avais pas anticipée? Oui, j'avais anticipé cette situation. Elle est encore plus grave parce que la crise s'est encore accélérée, parce que rien n'a été véritablement fait. Vous ne vous sentez pas coupé des réalités? On est vite coupé quand on est à la tête du pouvoir. On est vite rattrapé. Ne vous en faites pas. Moi, je sais où je vais. Je le dis aux Français. J'assumerai toute la responsabilité. Je m'expliquerai régulièrement devant les Français. Et je suis sûr que le cap étant fixé, si l'espoir est là, nous serons capables de redresser la France, nous serons capables de retrouver de la croissance, nous serons capables de nous mettre ensemble pour vivre mieux dans 5 ans que nous vivons aujourd'hui. Moi, mon cap, c'est un quinquennat. C'est pas 4 mois, c'est pas 1 an, c'est 5 ans. Mais pendant 5 ans, il y aura des étapes et à chaque fois, j'en rendrai compte. L'agenda du redressement, c'est 2014. À partir de 2014, nous ferons tout pour construire une société plus humaine, plus sûre, plus dynamique et en même temps plus harmonieuse. Voilà mon enjeu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu sur le plateau de TF1. C'est donc la fin de cette édition spéciale. N'oubliez pas dans un instant la météo d'Evelyne Delia et puis votre film du dimanche soir. Ce soir, c'est Sherlock Holmes. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Gilles Boulot à 20h. Merci de votre fidélité et très bonne soirée sur TF1.